Alors, on va commencer à l'heure et puis les retardataires prendront en cours de route. Donc, moi, je suis Laurence Bagot, je suis présidente de la Fédération XPO et Cécile, je te présente, Cécile Massot est vice-présidente de la Fédération XPO. On a sur scène Adeline Rispal, qui est également vice-présidente de la Fédération XPO, Sébastien Prudent, qui a réalisé l'étude avec sa collègue Alison, que nous allons vous présenter, Mireille Lepetit, qui travaille pour le CINOV, elle vous racontera ce que c'est, et Xavier, qui est muséographe et membre de la Fédération XPO. Pour ceux qui connaissent pas XPO, qui connaît pas XPO encore? On est une jeune fédération, mais tout le monde nous connaît. Je rappelle, on est une fédération qu'on a créée en 2019, nous, les concepteurs d'expo, pour rassembler tous les professionnels de l'expo. Cécile, à toi. On était 6 associations en 2019 et 4 métiers. On est aujourd'hui 9 associations, une entreprise et 8 métiers. Muséographe, scénographe, concepteur lumière, producteur numérique, graphiste, conservateur préventeur, agenceur et fabricant, tourneur. XPO grandit grâce à ses membres bienfaiteurs, les fabricants d'éclairage qui magnifient les expos, Loopy Light System, Rameau, les associations scénographes et celles des concepteurs lumière et éclairagistes, et le groupe Beaux-Arts dont fait partie le CITEM qui nous accueille ici. Merci. À quoi sert XPO? Depuis notre création, on se voit comme un lieu d'échange sur nos métiers, de réflexion sur l'exposition. Très vite, on s'est aperçu que l'expo était contrairement à l'audiovisuel ou au théâtre, considéré comme un... N'était pas considéré, contrairement à l'audiovisuel et au théâtre, comme un écosystème à part entière. On passait sous tous les radars. Alors, XPO est affilié au syndicat, à la fédération CINOV, dont Mireille va vous parler. Et grâce à cette affiliation, on a pu réaliser une grande étude qu'on va vous présenter, qui raconte qui sommes-nous, l'écosystème de l'exposition. Combien on est, combien on rassemble de visiteurs, combien on pèse en termes de chiffre d'affaires. C'est des chiffres tout à fait inédits. Donc, on va organiser cette conférence en 45 minutes de présentation et puis ensuite, on passera au débat. Alors, comme l'année dernière, pour ceux qui étaient là, Simon va vous distribuer une carte avec une question sur les métiers de l'exposition que chacun d'entre vous est libre de poser. L'idée, c'est que la parole circule dans la salle. Tout le monde ici est intéressé par l'expo et y contribue, donc tout le monde peut répondre à la question. C'est pas forcément que les gens qui sont sur scène qui vont répondre à la question. Je vous raconterai les règles du jeu après, mais pour l'instant, je passe la parole à Adeline. Bonjour. Alors, nous avons un tout petit peu d'histoire, comme l'ont fait mes camarades, plus précisément sur cette question d'études. Lorsque nous avons fondé XPO en 2019, en juin, en novembre 2019, nous sommes rentrés affiliés au CINOV, qui est une fédération de syndicats, comme nous sommes une fédération d'associations. Et cette fédération, qui est une grande fédération représentative, a des moyens que nous n'avons pas et nous a un peu formés, pris sous son aile et nous a formés. Et une des choses qui nous a permis cette affiliation au CINOV, qui a d'ailleurs été faite sur l'idée d'Alexandre Coliex de Manifesto, qui est un de nos grands partenaires et depuis le début, c'était d'obtenir une étude qui parle de nous, une étude qui nous quantifie, qui nous qualifie et qui nous permet de nous présenter comme disant voilà, ça c'est nous. Or, jusque-là, on ne savait pas. On savait plein de choses, on avait des chiffres épars, mais on n'avait pas de réels documents faits par des professionnels dont ce garçon est un des membres, et un des spécialistes de cela, et qui donc avait une légitimité parce qu'elle n'était pas faite par nous, elle est faite par un organisme indépendant, et Gwenaël, qui est là aussi, que j'avais pas reconnu. Donc, cette étude a pu être faite grâce au CINOV. Là, je vais passer la parole à Mireille Lepetit, qui est membre du CINOV et qui va vous expliquer quelle est l'articulation entre le CINOV et les organismes qui nous ont permis d'accéder à une telle étude. Bonjour à tous. Donc un petit mot effectivement sur la fédération. Juste un petit mot pour la régie, on peut passer à l'autre slide. Non, pas. Il est là. Okay.
Donc la fédération Sinov est une fédération représentative de la branche BETIC. Donc l'idée, c'est pas de vous faire un cours sur la branche professionnelle. C'est juste vous dire que la branche BETIC, c'est la branche des bureaux d'études qui regroupe les métiers donc du conseil, de l'ingénierie, du numérique et de l'événementiel. Sinov, c'est 15 fédérations régionales et c'est surtout 14 syndicats métiers qui sont regroupés au sein de cette fédération. L'idée de la fédération, justement, c'est de se rapprocher, de se grouper pour gagner en représentativité. La représentativité auprès des pouvoirs publics, auprès des instances de branches. Ceci permet d'augmenter les moyens pour des syndicats qui sont un petit peu plus petits que d'autres. Et c'est bien par ce biais-là que nous avons, que l'étude, vous allez avoir la présentation est née, puisque c'est la fédération Sinov qui l'a portée devant un organisme qui s'appelle l'OPIEC, qui est notre observateur de branche. Et c'est la fédération Sinov qui est allée défendre en fait ce projet d'étude auprès des instances de la branche. Et c'est comme cela que l'étude est née. Voilà. Il faut peut-être ajouter que l'OPIEC est un organisme paritaire et qui donc fait des études à la fois pour les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, et donc c'est à ce titre qu'il y a toute une hiérarchie dont Gwenaëlle pourrait parler longuement, de validation de cette étude et de financement et de validation. Voilà, donc c'est une étude qui est vraiment portée par un ensemble d'entreprises, je ne sais pas si on peut chiffrer, l'OPIEC représente combien d'entreprises et de salariés? C'est énorme. Voilà, 200 000 salariés qui ont participé au financement de cette étude. Donc, vous voyez, on n'est pas tout seul comme des petits grains de sable comme on était au début. Voilà. Et je voulais présenter, Xavier qui était avec moi et Laurence. Nous étions membres du comité de pilotage de l'étude. Pilotage de cette étude. Et en fait, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que, ma foi, XPO aujourd'hui à son stand au CITEM. Donc, on a commencé il y a 10 ans à créer les associations professionnelles de chaque métier. Et puis, chacun de ces métiers, on les a regroupés dans XPO. Plus on est regroupé, cohérent, plus on a accès à des moyens publics, à de la représentativité. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et bien sûr, il faudra renforcer l'apport d'XPO au Sinov, parce que plus on est d'adhérents au Sinov, plus on compte en représentativité, et plus le Sinov a de moyens financiers, parce que vous allez voir, cette étude, c'est un début, c'est un premier pas. On devient une industrie culturelle à part entière. C'est maintenant validé dans un rapport qu'on va vous présenter. Mais cette étude, elle a beaucoup de développements possibles pour lesquels il faudra trouver à nouveau des financements pour continuer à porter cette filière des métiers d'exposition qui représente une vraie industrie dont on pourra se revendiquer grâce à cette première étude. Bonjour à toutes et tous, Sébastien Lévy-Prudent. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Olesio, qui a fait des solutions de découverte des métiers et qui fait des études dans le champ de l'emploi et de la formation. On a été mandaté par l'OPIEC, qui en effet est un organisme paritaire, donc qui rassemble les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, pour mener une étude sur le champ de l'exposition, c'est-à-dire redéfinir finalement de qui on parle quand on parle d'exposition, quels sont tous les acteurs qui font partie de l'écosystème, quantifier cet écosystème pour se dire finalement qu'est-ce qu'il représente, puisque on est court en chiffres aujourd'hui dans la statistique publique sur ce que sont les expositions. Finalement, on participe tous à des expositions. Alors vous, en tant que concepteur, réalisateur, prestataire, moi plus en tant que visiteur, mais sans savoir finalement ce que ça représente aujourd'hui en France, par rapport en fait à d'autres secteurs qui sont aujourd'hui mieux identifiés, mieux connus et du coup mieux représentés. Le troisième point, c'était d'évaluer les évolutions, donc de se dire finalement les acteurs de cet écosystème, par quels facteurs d'évolution ils sont impactés, donc quelles sont les transitions qu'ils sont en train de vivre et qu'est-ce que ça induit en termes d'emploi, de métiers et de compétences, de sorte à ce que les acteurs qui gèrent en fait la formation initiale et professionnelle puissent accompagner les acteurs de votre écosystème à se saisir de ces transitions et à les accompagner.
En termes de méthodologie, donc assez classiquement dans ce type d'études, il y a beaucoup d'analyses documentaires. Donc en gros, vous prenez toute la littérature, tous les rapports qui ont été publiés relativement récemment sur les sujets. Alors souvent de manière assez connexe, parce qu'il y a très très peu de littérature dédiée en fait au sujet de l'exposition, malgré son importance dans le paysage culturel en France. Il y a eu 2 enquêtes qui ont été menées pour pouvoir recueillir des données qui n'étaient pas disponibles actuellement, donc auprès des professionnels de l'écosystème, et puis entre 40 et 50 entretiens auprès de professionnels, à la fois des maîtrises d'ouvrage et puis des acteurs qui participent à la réalisation de ces expositions. Alors, premier point sur les chiffres. Bon, juste le rapport fait 110 pages, donc vous pouvez le consulter parce qu'il sera publié sur le site de l'OPIEC, donc opiiec.fr. Donc vous pourrez aller le consulter. On vous remet juste quelques éléments de manière synthétique et 3 grands chiffres. On aurait pu faire le sondage de, à votre avis, combien d'expositions, combien de visiteurs, etc. Je pense qu'on aurait autant de chiffres que de personnes dans la salle. Il se trouve que du coup, nous, on a essayé de l'estimer pour dimensionner finalement les besoins en emploi et en compétences, et que ça nous a amené à ce premier chiffre de près de 13 000 expositions en France. Ce chiffre, il a été obtenu, encore une fois, la méthodologie, vous la retrouverez en entier dans le rapport, mais globalement en croisant une approche qui recense les lieux d'exposition, il n'y a pas que les musées, et une approche qui s'appuie sur plein d'acteurs territoriaux qui recensent les expositions sur leur territoire. Et à partir de ça, en croisant les deux, finalement, on peut reconstituer sur un périmètre qui est le périmètre France, le nombre des expositions. Et on arrive à peu près à 13 000 expositions en France pour l'année 2019, dont 500 qui sont des expositions entièrement virtuelles. On a fait le même exercice sur la partie des visiteurs, en séparant finalement ceux qui étaient issus des musées de France, parce que pour le coup, là on a les données, on a les 67 millions que représentent les musées de France, et puis après sur l'ensemble des autres expositions qui sont portées par des autres lieux d'exposition que les musées de France, par typologie d'exposition, on a pu reconstituer en fait des visiteurs moyens et extrapoler finalement sur l'ensemble des expositions pour obtenir ce 117 millions, donc près de 120 millions de visiteurs chaque année pour les expositions en France. Enfin, le chiffre d'affaires, donc c'est près de 5 milliards d'euros finalement qui sont générés directement ou indirectement. C'est le poids économique finalement qui est associé aux expositions en France. Ça, comment on a fait pour le repérer? On a repris en gros les chiffres du ministère et les chiffres de la statistique publique sur l'ensemble des industries culturelles, en identifiant finalement quel était le degré d'implication des expositions dans chacun de ces champs culturels. Si je prends un musée, il est évident qu'il n'y a pas de musée sans exposition. Si je prends un site patrimonial, ça sera plus modéré. Si je prends l'industrie cinématographique, là on n'a quasiment pas d'impact en fait de l'exposition. Mais finalement, en réaffectant finalement le degré d'implication de l'exposition dans chacune de ces branches des industries culturelles et créatives, on peut reconstituer finalement le poids économique des expositions. Une petite remarque, le nombre de spectateurs au cinéma par an, c'est 200 millions. Pour comparer, hein. Nous on est à 120. Voilà. Et en effet, du coup, c'était un des intérêts de ce premier travail de dimensionnement, c'est de se dire finalement, malgré ce poids, mais qui est très diffus parce qu'il est présent dans divers lieux d'exposition, il est étalé sur l'ensemble du territoire, il recouvre en fait des formes d'exposition qui sont très différentes et des visitorats qui sont aussi très différents. Mais quand on regroupe tout ça, en effet, on arrive sur ces chiffres-là, et donc c'est une réalisation en tant que telle finalement qu'il s'agit bien d'une branche entière des industries culturelles et créatives, et qu'en tant que telle, finalement, elle doit être adressée en matière d'activité économique, en termes d'emploi, en termes de formation. Ensuite, il y a eu un travail important pour évaluer les facteurs d'évolution. Donc l'idée, c'était de se dire finalement, une fois qu'on regroupe cet écosystème-là, qu'est-ce qui le traverse en termes de transition. Donc on les a regroupés sous 4 grandes familles de facteurs. Les facteurs économiques, avec des contraintes financières qui pèsent de plus en plus finalement sur les maîtres d'ouvrage des expositions, et qui du coup induit un certain nombre de contraintes sur les acteurs de la conception et du suivi de réalisation d'expositions.
Ça induit également une concentration de moyens et une pénétration, on va dire, favorisée des assistances à maîtrise d'ouvrage, les acteurs privés dans le champ de l'exposition. Donc tout ça, ça va avoir des implications derrière sur la manière de gérer, de financer et de piloter, on va dire, l'équation économique de l'ensemble des acteurs qui sont positionnés sur ce champ de l'exposition. Il y a un certain nombre de facteurs sociétaux qui sont décrits également dans l'étude. Dans les facteurs sociétaux, on va intégrer l'évolution des publics avec l'intégration de plus en plus des familles, des très jeunes, des jeunes adultes, pour lesquels il faut proposer des expériences qui soient pédagogiques, ludiques, etc. On a une demande aussi d'expérience. Il suffit de parcourir les allées pour se rendre compte de l'offre de prestations, mais qui est issue finalement d'une demande en fait d'expérience dans un champ d'exposition. Et puis une interaction plus large avec la société, que ce soit en tant que créateur de liens sociaux. Finalement, l'exposition devient un lieu de rencontre et d'échange entre générations, entre publics, mais également un lieu d'expression avec un certain nombre d'expositions engagées. Et là encore, en fait, tout ça va se traduire dans finalement un champ d'exigences et de contraintes qui va s'imposer aux acteurs qui font de la conception et de la réalisation d'expositions. Le facteur environnemental, je pense que j'ai pas besoin d'insister, il est présent dans tous les secteurs, mais il est également présent en fait dans le champ d'exposition culturelle, que ce soit dans les consommations énergétiques, dans la prise en compte du climat et des circulations d'air dans les lieux d'exposition, que ce soit dans la décarbonation de tout ce qu'on fait, dans le recyclage. Donc c'est un facteur extrêmement important. Et puis il y a bien entendu le facteur technologique avec en premier lieu le facteur numérique. Encore une fois, on a plein d'illustrations sur ce salon de toutes les possibilités finalement qui sont ouvertes pour hybrider ou numériser l'expérience qui est celle de l'exposition. En enquête, on a pu éprouver auprès des professionnels quels étaient les facteurs qui avaient les plus forts impacts sur leur métier. Et on voit que finalement, le facteur environnemental est celui qui pèse le plus. Un, parce que c'est une exigence qui est quasiment systématique aujourd'hui des maîtres d'ouvrage. Et deux, parce qu'elle se traduit finalement dans l'ensemble des champs de la conception et de la réalisation d'une exposition. Des phases très, comment dire, primaire, en tout cas tôt dans l'exposition, jusqu'à son démontage et la réutilisation des matériaux. Deuxième point, c'est l'évolution des publics et des attentes des publics en matière d'exposition. Et le troisième, finalement, c'est la question des budgets, qui fait qu'on est dans un système à plusieurs contraintes, où on a des exigences qui sont fortes en termes d'expérience, en termes de mobilisation de moyens numériques, de virtuosité sur l'aspect environnemental, et en même temps, il faut le faire avec de moins en moins de moyens. Et ça veut dire en fait finalement un pilotage en fait de cette conception et de suivi de la réalisation extrêmement exigeant. L'idée, c'est de se dire aussi quels sont les métiers qui sont les plus impactés par l'ensemble de ces transitions. On a recensé pour ce secteur une 50aine de métiers qui sont référencés dans l'étude. Donc on voit que c'est un secteur qui a une réelle diversité, une réelle richesse en fait de métiers qui sont représentés et qui sont nécessaires à la bonne conception et réalisation d'une exposition. Au sein de la branche professionnelle dont on parlait, il y a 19 métiers qui sont représentés. Donc on a fait un focus sur les impacts sur ces 19 métiers-là. Mais il est évident en fait qu'il y aura un intérêt dès lors qu'on reconnaît finalement l'importance des expositions en France, d'étendre ce travail-là sur l'ensemble des métiers du champ de l'exposition. Et on voit que finalement ceux qui ont un regard le plus transverse vont être impactés par l'ensemble des transitions et donc vont avoir finalement des évolutions de besoins en compétences qui sont extrêmement importants. C'est le cas par exemple des muséographes ou des scénographes. Donc il y a toute une partie du rapport qui se concentre sur quelles sont les compétences concrètes à mettre en œuvre aujourd'hui et demain pour accompagner ces transitions. On va avoir bien entendu des évolutions de gestion budgétaire, la gestion de crise, tout ce qui est éco-conception des expositions, tout ce qui va être compréhension des comportements en fait des visiteurs, des attentes des comportements des visiteurs au travers des sciences cognitives, etc. Je n'y reviens pas plus longtemps parce que j'ai 10 minutes, mais je vous invite à le consulter dans le rapport. Et puis il y a une étude qui a été faite sur la couverture en formation. Donc les grands constats qu'on peut avoir sur ces sujets-là, c'est qu'il y a énormément de formations initiales qui pourraient préparer au champ de l'exposition, parce qu'on va avoir toutes les écoles de communication, d'architectes, d'art, etc., qui ont des cursus qui sont plus ou moins spécialisés, mais en réalité, il n'y a que quelques métiers, typiquement comme celui de muséographe, qui ont des cursus qui sont inscrits finalement au répertoire nationaux, qui sont dédiés à ces métiers de l'exposition. Sinon, finalement, on détourne un cursus pour l'appliquer finalement dans le champ de l'exposition, mais c'est pas des professionnels qui sont formés et spécialisés sur ce champ-là. Du coup, il y a un certain nombre de trous et de carences, ce qui fait qu'au final, quand vous interrogez les professionnels, il y en a juste un quart qui est satisfait aujourd'hui de l'offre de formation initiale
pour préparer à ces métiers de l'exposition. Quand on interroge sur la formation continue, c'est pas bien mieux. En fait, on est un tiers de professionnels qui sont satisfaits, qui du coup souvent se forment dans des salons de ce type-là, aussi en consultant des pairs, en participant à des tables rondes, des webinaires, etc. Mais globalement, on a des formations techniques qui sont un peu mieux servies, puisqu'il y a des formations techniques qui sont transverses finalement à l'économie et qui s'appliquent aussi, alors ça pourrait être le cas du son, de la lumière, etc., qui sont pas spécifiques du domaine de l'exposition, mais des inégalités territoriales en termes d'accès à la formation, et puis des sujets qui sont moins bien couverts, par exemple comme le sujet environnemental, qui fait l'objet finalement de travaux parfois expérimentaux, pilotes, et sur lesquels on est plus sur de l'attente de retour d'expérience de ce qui a fonctionné, ce qui va fonctionner, mais où il y a beaucoup moins de choses. Idem sur l'approche économique et juridique d'un projet d'exposition, c'est-à-dire comment on équilibre un budget, comment on va chercher les financements. À l'heure actuelle, c'est des choses qui bougent beaucoup et sur lesquelles il y a peu d'offres de formation qui soient hyper structurées. Donc au terme en fait de cette étude, il y a eu un certain nombre de préconisations qui ont été formalisées. Certaines sont vraiment spécifiques à la branche professionnelle des bibliothèques techniques et aux dispositifs de formation et de financement qui sont associés. Donc je vais juste faire le focus sur 2 actions parmi ces 5. La première, c'est porter finalement les résultats de cette étude et étendre les résultats de cette étude et son exercice au-delà en fait du périmètre de la branche des bibliothèques techniques, puisque elle recouvre finalement une infime partie de l'ensemble des professionnels qui contribuent à la réalisation de toutes ces expositions, et donc il est important finalement que ça soit porté au-delà. Et le deuxième, c'est de structurer aussi des formations, alors peut-être sous forme de MOOC ou de briques e-learning en ligne, sur quelques sujets qui sont vraiment transversaux finalement à l'ensemble des métiers de l'exposition et qui sont des sujets clés. On a parlé des conceptions, la gestion budgétaire, l'attente des publics et son croisement avec les sciences cognitives, par exemple. Merci beaucoup Sébastien et bravo pour cette étude. Je ne sais pas si ça était un peu rapide peut-être pour embrasser une étude qui fait 200 pages et qui a duré presque 1 an. Hein. C'est ça, il y a 1 an d'études, à plusieurs ingénieurs qui ont recoupé des tas de données. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour la profession, pour les métiers, pour leur reconnaissance et pour pouvoir passer à une étape supérieure. Parce qu'évidemment, ça n'est pas une fin en soi. Cette étude, c'est une étape, c'est un levier formidable pour aller plus loin. Et ce levier, nous allons le présenter dans son détail au ministère de la Culture, et on a déjà eu quelques échanges avec le conseiller musée de la ministre, qui est extrêmement intéressé, parce qu'il est en train de faire la même chose pour les métiers d'art. Il attend l'étude avec impatience, mais on voulait la dévoiler pour vous d'abord. Et ensuite, on va aussi la diffuser auprès de toutes les collectivités territoriales et tous les organes de presse qui peuvent toucher les collectivités territoriales, parce que vous avez bien compris qu'en fait, l'exposition n'est pas une chose parisienne, évidemment, d'Île-de-France, ça, il y en a partout. Les institutions qui en font, ce sont bien sûr des musées, mais ce sont aussi des centres de culture scientifique et technique, ce sont des archives, ce sont des bibliothèques, ce sont des écoles, ce sont des mairies, ce sont des fondations privées, ce sont évidemment le CMN dont on n'a pas parlé, mais le Centre des monuments nationaux, qui a ces chiffres en dehors des 67 millions des musées de France. Donc ces 117 millions, c'est quand même très important. Et notre intuition à tous et toutes qu'on a eu dès 2020, puisqu'on a lancé un appel pendant le confinement sur le journal Le Monde pour la création d'un centre national de l'exposition. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que nos intuitions, on avait estimé nous comme ça un peu pifométriquement 100 millions. On était en dessous de la vérité parce qu'on est plutôt à 120. Et cette intuition qu'on avait, elle s'avère juste. Et du coup, ça nous donne encore plus envie d'avancer dans ce domaine-là et effectivement de faire reconnaître comme une industrie culturelle et créative. Et ça, je crois que c'est pas nous qui le disons, c'est des professionnels des statistiques et de ce type d'études qui le disent. Et c'est encore plus fort, évidemment, que si nous décrétions nous-mêmes cette évidence. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'arrêter là non plus sur le plan de l'étude. Vous avez compris que cette étude resserrait à un moment donné sur ce qui était financé par la branche BETIC, mais elle va nécessiter d'être plus largement embrassée. Donc, on compte bien l'élargir, l'actualiser, parce que ce sont tous des chiffres 2019. À cause du Covid, on n'a pas pu traiter les chiffres 2022 qui viennent juste de tomber. Mais donc, elle a besoin d'être réactualisée et surtout élargie en termes de métiers, donc aux 50 ou 60 métiers identifiés. Et ça va faire l'objet de recherche de financement. Je vais passer la parole peut-être à Mireille. Vous voulez ajouter un petit mot sur cette étude pour l'importance pour le CINOV?
Donc c'est une très très belle étude et sur un sujet vraiment qui sort un petit peu des sentiers battus par rapport à ce que l'on voit, voilà, des études qui sont traitées dans le cadre de l'OPIEC. Donc effectivement, l'OPIEC, sa mission, c'est un observatoire prospectif des métiers. Donc ça, c'est très très important. L'idée est de structurer ensuite la filière, bien identifier les métiers et surtout travailler sur les aspects formation derrière. On a vu que sur la formation professionnelle continue, sur la formation initiale, voilà, il y avait certainement énormément de choses à faire. Donc ça va être les étapes suivantes. Sinov a aussi tout un rôle à jouer puisqu'elle intervient notamment dans tout le champ de la certification et qui peuvent être portées par la branche. Donc ça, ce sont des choses aussi auxquelles il faudra s'atteler pour la suite de l'étude et vraiment structurer ensuite la filière. Merci. Xavier, tu veux ajouter quelque chose? Oui, voilà, la suite, c'est d'avoir des outils de formation pour nous tous, c'est-à-dire c'est essentiellement les entreprises individuelles ou des très petites entreprises, donc la formation n'est pas la priorité de chacun. La priorité de chacun, c'est de répondre aux appels d'offres, c'est d'assurer le lendemain, etc. Donc on n'envisage pas pour les professionnels de l'exposition des formations longues, personne ne viendra. Mais faire des MOOC, faire des universités en ligne, faire des web séminaires, ça se prépare. Il y a une autre première aujourd'hui à l'association Les Muséographes, c'est la sortie sur notre site internet d'une question-réponse qui s'adresse à tous les professionnels de l'exposition. Seulement avec nos petites mains, on a mis 5 ans à la sortir. Et si on accède à des moyens plus vastes pour bâtir les choses, ma foi, on s'épuise moins. Parce que le bénévolat a ses limites, et même si chacun est formidable. Et donc la poursuite de cette étude, ça sera d'avoir des moyens complémentaires pour à la fois élargir l'étude, mais aussi avoir des briques de formation sur tous ces nouveaux secteurs sur lesquels chacun de nous individuellement on peut pas faire une veille pertinente. D'où l'intérêt d'adhérer à XPO. Oui, d'où l'intérêt, je l'ai déjà dit, mais je le redis, que tous les professionnels de l'exposition qui sont ici, mais venez sur le stand, nous rencontrer et rencontrer les membres du Sinov, et voilà que nous augmentions notre nombre d'adhérents d'XPO Sinov nous permettra de peser plus et d'obtenir des moyens financiers et de représentativité complémentaires. Nous n'aurions pas pu présenter la semaine dernière l'étude au ministère de la Culture sans un appui logistique, de lobbying, etc. Donc on peut se plaindre dans son coin que nos métiers sont pas reconnus, mais à certains moments, quand le vent est favorable, il faut accélérer. Est-ce que vous avez des questions? On va passer à la partie du débat. Vous avez tous eu 3 cartes sur vos sièges. Alors, l'un, c'est un appel aux dons pour devenir ami, à défaut d'être vraiment membre d'une association de XPO, puisque pour être membre de XPO, il faut être membre d'une des 9 associations professionnelles qui nous constituent. Mais certains d'entre vous ne sont ni muséographes, ni scénographes, ni producteurs audiovisuels, mais sont autre chose. Vous avez tout le loisir de nous aider et de devenir amis de XPO. Vous serez tenus au courant de toute l'actualité de XPO. Ça, c'est la première carte. On a ensuite créé un petit jeu de cartes. On s'est mis autour d'une table avec tous les métiers de XPO où on vous propose des questions. Si jamais vous avez envie de connaître la réponse à votre question ou si vous connaissez la réponse à la question, l'idée c'est de participer au débat en utilisant ces cartes qui sont des cartes sur les métiers de l'exposition. Il y en a beaucoup, comme a dit Sébastien, 50, 19 dans le focus de l'étude. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous voulez prendre la parole. Et ensuite, ça va tourner avec Simon qui est maître du temps
pour que la parole puisse circuler. Évidemment, si vous avez des questions sur l'étude, Sébastien est là avec nous et il est devenu incollable sur l'exposition. Et enfin, une dernière petite carte où vous pouvez la remplir et la donner à Simon à la sortie, ou avec votre nom, on sera ravis de poursuivre la conversation avec vous. Voilà. Alors, le micro va passer avec Lola et Jade, qui a une question. Alors, soit pour les auditeurs, soit une question qui relève de la carte. Merci Stéphane de commencer. Mais de rien, il en faut bien. Une question sur l'étude, et puis après je vais faire mon bon élève et je vais poser la question. Vous estimez à 117 millions la fréquentation. Vous faites un distinguo avec les expositions virtuelles. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire un distinguo sur la fréquentation de ces expositions dites virtuelles? Non, désolé, non, on n'a pas fait cet exercice-là. Il aurait fallu faire un focus vraiment sur ces 500 parmi les 12 800, mais on l'a pas fait. Non, désolé. Alors, on a un petit peu parlé avec Alison au ministère l'autre jour, et Alison expliquait que ces 500 expositions recensées, c'était surtout des doubles des expositions existantes mises en virtuel pendant le Covid, pendant les confinements. Les jumeaux numériques. Parce qu'en fait, ce sont des chiffres de plutôt 2020, c'est pas les chiffres d'aujourd'hui. Donc, ça comporte probablement pas les grandes expositions totalement numériques qu'on voit fleurir depuis un an ou deux. Voilà. J'ai bien dit que les chiffres sont quand même plutôt 2019 et quelques-uns de 2020. Voilà. Mais c'est pour ça que l'étude a besoin d'être réactualisée. Il y a moins d'expositions virtuelles, en fait. C'est des doubles d'expositions réelles. Hein. C'est des doubles d'expositions réelles. C'est des visites virtuelles d'expositions réelles. La Cité de l'Économie, on peut le visiter en vrai, et puis il y a une visite virtuelle. Et puis il y a parfois des musées totalement virtuels. Le musée Air France, c'est totalement virtuel et il n'y a pas de lieu. En fait, on est dans une période de transition, donc les chiffres ont besoin effectivement d'être affinés, actualisés, ce qui va faire l'objet d'une autre étude, on espère. Voilà, et c'était quand même pas le focus. Quelqu'un a oublié son portable? Et du coup, je vais poser la question de la carte. À quelle étape de la conception faire intervenir une productrice ou un producteur multimédia? Ça, c'est ma question favorite. On intervient, je pense que c'est historique. On fait souvent intervenir le producteur une fois que tous les écrans ont été achetés, ou en tout cas décidés d'être achetés, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu? Notre credo à l'association PXN des producteurs d'expériences numériques, c'est on est aussi des concepteurs avec qui on peut concevoir très en amont la conception numérique, enfin la partie numérique de la scénographie. Donc associer les producteurs le plus en amont possible en conception-réalisation. Ça utilisera toutes nos compétences de conception et de réalisation. On n'est pas que des réalisateurs. On est aussi des gens qui réfléchissent à des scénarios, à des histoires, etc. On n'est pas que des exécutants. Et je pense qu'historiquement, on nous met beaucoup dans cette case, et tous les producteurs de PXN, on a une petite frustration de ne pas arriver plus tôt pour être en discussion avec les scénographes, avec tous les concepteurs de l'exposition, et donner notre vision de ce que pourrait être une médiation numérique dans l'exposition. Donc, associez-nous le plus en amont possible, sans forcément nous mettre directement dans un format. Je pense qu'il y a une capacité de réflexion chez les producteurs qui est... Je coupe. Excusez-moi, c'est un sujet qui me passionne. Est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle qui veulent rebondir? Alors, on passe à la question suivante. Qui veut poser une question? Bonjour, Laure Armand-Dérouville. Je travaille actuellement sur le diagnostic culture et création en mutation qui est coordonné par Lucie Marigny du CNAM. J'avais une question par rapport à vos préconisations sur les formations. Je comprends tout à fait l'idée des formations courtes. Effectivement, on a un petit peu les mêmes réflexions. Simplement, de ce que j'ai vu très rapidement, vous parlez surtout de formation en ligne. Vous n'avez pas identifié des besoins de formation physique qui permettent de travailler sur le faire, ce que permet pas la formation en ligne?
Si, en revanche, dans le périmètre des bureaux d'études techniques, la branche sur laquelle on travaille, les professionnels en fait de la conception et du suivi de réalisation d'expositions représentent moins de 1% en gros des effectifs. Et du coup, sur cette branche professionnelle, il était compliqué en fait de concevoir et de prévoir des dispositifs plus lourds en fait que ceux qui étaient en ligne pour accompagner les montées en compétences. Donc dans ce cadre-là, en fait, on pouvait pas, et il fallait trouver des solutions, on va dire, ingénieuses pour s'appuyer sur les dispositifs qui existent du côté de l'Opco Atlas ou sur des dispositifs en ligne qui seraient mutualisés, moins coûteux. En revanche, dans le cadre d'une étude qui serait étendue à l'ensemble du périmètre, à l'ensemble des acteurs, on pourrait envisager beaucoup plus de choses, et notamment ce que vous évoquez. Mais sur notre périmètre d'intervention, en fait, comme les préconisations s'adressaient à la branche du bureau d'études techniques, pour eux, c'était compliqué à porter. Alors, ils ont identifié une quantité de formations existantes assez énorme. Et on s'aperçoit que non seulement il y a des tas de formations qui existent et qui ne sont pas connues de nos membres, mais on s'aperçoit aussi que nos membres, comme le disait Xavier, n'ont pas le temps de le faire. Donc en fait, il y a des formations premières, puis il y a des formations continues qu'il faudrait articuler. On en parle déjà avec des services du ministère de la Culture, puisqu'ils ont les mêmes besoins, ils s'aperçoivent bien des mêmes manques qu'il y a dans la formation des gens qui se retrouvent à porter des projets d'exposition ou de musée. Quand on dit exposition, attention, c'est bien permanent et temporaire, hein, on n'est pas que dans l'expo temporaire. Donc un projet de musée qui émerge dans une collectivité territoriale se retrouve à donner le bébé à des gens qui ne savent même pas de quoi on parle, et donc il est évident qu'il y a urgence à former ces gens-là par des formations qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, et qui peuvent très bien remplir un rôle, quitte à avoir des formations complémentaires au fur et à mesure que le projet avance, puisque ce sont des projets qui peuvent durer entre 2, 4, 6 ans, 7 ans. Donc ça, c'est quelque chose dont effectivement, et je sais que vous travaillez avec Lucie Marinier là-dessus, et on serait très heureux de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et effectivement, Expo, on a envisagé à un moment donné faire des formations nous-mêmes, mais on est tous des chefs d'entreprise et on travaille tous bénévolement, donc la limite de l'exercice, elle a été assez vite atteinte. Mais il y a des sujets. Mais il convient de trouver les moyens. On pourra faire des formations longues, des sujets qui sont pas spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut regrouper les professionnels de l'exposition à des formations sur l'éco-conception, sur les marchés publics qui sont pas spécifiques. D'autres branches professionnelles ont les mêmes soucis. Donc ça veut pas dire qu'il y a aucune formation. Mais pour bâtir une formation pour les professionnels des expositions, il faut un certain volume pour que les organismes de formation puissent s'y mettre. Mais il y a plein de formations présentielles auxquelles on pourrait se rattacher et s'associer, et presque non pas les détourner, mais les agrémenter à notre sauce. Merci beaucoup. En fait, il y a un travail de coordination, d'information et de recensement. Laurence Maury, présidente de Sinov Tourisme. D'autres questions ? Dans l'étude que vous avez présentée, ça représente combien d'emplois ou combien de postes, combien de personnes qui travaillent dans le monde de l'exposition ? Ouais. En fait, encore une fois, la limite de l'étude d'aujourd'hui, c'est qu'elle était portée par le PIEC et donc par la branche des bureaux d'études techniques, c'est-à-dire le numérique, l'ingénierie, l'événement et le conseil. Donc, l'évaluation du nombre d'expositions, l'évaluation des visiteurs, l'évaluation du chiffre d'affaires se fait sur l'ensemble de l'écosystème. En revanche, dès qu'il a fallu analyser les emplois et les compétences, ça s'est fait sur ce périmètre-là. C'est pour ça que je vous disais, on a recensé juste 19 des 50 métiers qui étaient représentés dans la branche. Du coup, dans la branche, on sait qu'il y a un peu plus de 400 entreprises et 1000 salariés qui œuvrent pour la conception et suivi de réalisation, mais on sait aussi que c'est une infime partie en fait des emplois de l'écosystème. Seulement, c'était pas dans la commande finalement d'évaluer l'emploi de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pourquoi une des premières préconisations, c'est de dire, dès lors qu'on a vu que l'écosystème il pèse ça au niveau français et qu'il est très peu adressé en termes de rapports et de statistiques, il faut porter ce travail qui a été là assumé finalement par une petite portion de l'écosystème au niveau de l'écosystème global pour envisager des formations pour l'écosystème global avec des moyens qui sont ceux de l'écosystème global, qui sont trans-branches, trans-secteurs, et pour pouvoir faire des estimations d'emploi qui soient aussi globales, ce qu'on ne pouvait pas faire dans ce cadre-là. Oui, parce que 12 800 expositions faites par 400 entreprises, ça fait vraiment une super productivité.
Quel effet ça vous fait d'avoir une branche finalement, un écosystème qui est presque aussi important que celui du cinéma et qui n'existe pas comme industrie culturelle et créative? Ça vous fait pas un drôle d'effet? Non? Oui, bonjour, Godefroy Darcourt. J'ai bien compris les limites de l'étude parce que c'était commandé par une branche professionnelle définie et tous les métiers de l'exposition ne rentraient pas dans cette branche professionnelle. Mais on est d'accord que les principaux chiffres que vous avez donnés au début de votre présentation sont valables pour l'ensemble du secteur de l'exposition culturelle. Donc on est 117 millions de visiteurs par an, plus de 43 000 expositions par an données. Ça, ce sont des chiffres valables pour toute la branche, peu importe les métiers qui sont représentés. Comment vous expliquez du coup que, avec des chiffres pareils, parce qu'ils sont assez impressionnants, il faut le dire, comment vous expliquez que les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Culture ou l'État, comment vous expliquez que l'exposition culturelle ne soit pas reconnue comme une industrie culturelle à part entière? Alors, je vais vous donner mon hypothèse. Elle n'engage que moi. C'est que les musées et les institutions publiques en général pensent que l'exposition est leur bébé. Enfin, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est leur production interne. Plus ils sont gros, plus ils ont des services intégrés pour s'en occuper. Et donc, ils se retrouvent parfois dans des colloques, des choses pour échanger sur l'exposition. Mais globalement, chacun porte ses expositions et va chercher des gens à l'extérieur, c'est nous, pour les aider à faire des métiers qu'ils n'ont pas intégrés dans leur structure. Et du coup, ça donne cet écosystème des musées qui est assez cohérent, qui est porté par le service des musées de France, qui a 67 millions de visiteurs. Là, c'est un chiffre du ministère de 2019. Et je crois que la surprise, c'est qu'il y en a 50 qui sont pas sous les radars. Et ça, je pense que c'est un chiffre qui est extrêmement important pour nous parce que ça va permettre de faire comprendre que l'écosystème doit être élargi à toutes ses composantes et non pas que la composante muséale. Dans la mesure où l'exposition est une production culturelle à part entière, qu'elle a cette complexité que vous voyez bien dans 50 métiers pour arriver à la faire, et je pense que même l'ICOM recense encore plus de métiers que cela, donc indirectement il y a encore plus de métiers, et donc il faut penser peut-être des outils pour toute cette collectivité, cet écosystème global qui a besoin d'information, de formation, de réseautage, de coordination et d'échange tout simplement. Moi, je connais des gens qui se retrouvent à la tête d'un musée à créer un beau matin et ils savent pas à qui s'adresser. C'est pas normal. Avant, la direction du musée de France avait un rôle comme ça dans les régions, envoyer des architectes de conseil. Il le fait encore, mais ils sont très peu nombreux, donc ils peuvent absolument pas assumer une telle tâche. Et donc, même eux trouvent aussi qu'il y a un manque de ce côté-là, même au sein donc, des musées de France. Donc, il y a un gros travail de recomposition, je dirais politique et écosystémique à faire sur et c'est un peu, nous sommes un peu les aiguillons de ce gros travail qu'il y a à faire. Et parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on est ingénu, parce qu'on n'est pas dans les lobbies, mais il faut peut-être que ça change. On commence à y être, justement. Voilà, ça fait 4 ans ou 3 ans qu'on y est. On a fait beaucoup de rendez-vous pendant la période Covid avec différentes personnes des pouvoirs publics. Et vraiment, ils nous disaient, mais vous êtes qui? Vous êtes on était non identifiés, quoi. D'où aussi cette étude, on s'est dit, il va falloir qu'on commence par se compter et savoir raconter qui on est. Mais on n'était pas les métiers d'art, on n'était pas le cinéma, même s'il y a des producteurs. En fait, on était non identifiés. Donc, je pense que ce travail d'identification, et tout le monde disait, vous avez qu'à vous organiser, comme dit Xavier. Ce travail d'identification, c'est à nous, tous les professionnels de l'exposition, de le faire. Et la Fédération XPO propose d'agencer cette premier pas qui est soyons grands et levons-nous et disons on existe. On est hors statistiques publiques. On n'a pas les mêmes codes NAF. Chaque profession, bien qu'on se fasse la même profession, quand on crée son entreprise, il y a toute une palanquée de codes NAF. Donc pour l'INSEE, ça n'existe pas. Donc c'est des petites choses, mais on pourra dire aux professionnels de chaque secteur de choisir un code NAF qui convient mieux plutôt que de laisser l'INSEE décider au hasard. Voilà, c'est des petites choses qui prennent du temps, mais on est
invisible de la statistique publique. C'est ça, c'est la structuration aujourd'hui des secteurs, elle est extrêmement compliquée. On a des codes NAF, on a des branches professionnelles, on a des filières stratégiques, etc. En gros, si je prends un autre exemple, si je vous dis que vous êtes commerçant en chaussures, est-ce que vous êtes partie de la filière mode textile cuir ou est-ce que vous faites partie de la filière commerce? En fait, vous faites partie des deux. Et généralement, il y a un certain nombre de secteurs qui sont représentés dans différentes instances, dans différents lieux, pour que dans ces deux axes, finalement verticaux et horizontaux, on puisse vous représenter parce qu'il y a des points communs en fait quand je suis parti de la filière mode textile cuir à être dedans parce que j'ai des points communs et il y a des points communs quand je suis dans le commerce finalement à faire partie d'un grand ensemble commerce parce qu'il y a des compétences, il y a des situations qui sont les mêmes, etc. Là, ce qu'on voit dans le champ culturel, en effet, c'est que c'est a priori beaucoup de colonnes verticales et que on voit celui qui est en bout de chaîne en fait, l'ensemblier, donc le musée, le théâtre, le cinéma, etc. Mais que l'objet exposition qui lui est très horizontale, en fait, très transversale. Alors, cet ensemble, finalement, n'a pas de lieu d'expression et de représentation. Et quand finalement on se rend compte là qu'il y a 117 millions de visiteurs dans 13 000 expositions, on se rend compte finalement il y a une nécessité d'avoir une filière finalement exposition qui émerge et qui soit traitée en tant que telle. Ce qui ne veut pas dire en fait la fin des verticales. Ça veut juste dire que cet objet horizontal, en fait, il a une existence, il a des points communs, il a des choses qui le rallient, il a des métiers communs et que du coup il doit y avoir une discussion, un débat public et des soutiens pour animer cet écosystème-là. Bonjour. Je voudrais juste poser ma question parce que je trouve qu'elle est bien. L'exposition, une œuvre de collaboration. Point d'interrogation. Alors, une œuvre de collaboration, c'est un terme juridique qui existe dans le champ de la propriété intellectuelle artistique. Une œuvre peut être personnelle, portée par un artiste, un auteur, ou bien elle peut être collective, ou bien elle peut être collaborative. Une œuvre de collaboration, au sens de la loi, c'est une œuvre portée par plusieurs acteurs, dont chacun a un métier différent, et produisent, mettons, à deux. Alors, on va donner un exemple simple, entre un commissaire d'exposition, par exemple, et un scénographe. Chacun va apporter son savoir-faire pour concevoir et produire une exposition qui est un objet culturel à part entière, qui n'est pas réductible ni à son contenu scientifique édicté par le commissaire, ni à sa forme scénographique conçue par le scénographe, mais dans laquelle chacun peut faire reconnaître sa part. C'est ça l'œuvre de collaboration. Il nous semble que c'est un terme assez adapté à nos façons de travailler, puisque dans une exposition, il y a toujours un commissaire, un scénographe, un muséographe, il y a des producteurs avec des chaînes de droit qui sont très clairement identifiées dans le monde du cinéma, pas du tout dans le monde de muséal, dont d'ailleurs les gens qui se travaillent là-dessus pourront vous en dire plus. Et ce qui fait qu'il nous a semblé que utiliser ce terme, c'était non seulement dire une vérité, enfoncer une porte ouverte, d'une certaine manière, mais en plus se situer dans le champ légal de la propriété intellectuelle artistique à laquelle certains de nos métiers font partie en droit, enfin font partie. Les scénographes notamment grâce à l'Union des scénographes, aujourd'hui les scénographes font partie des auteurs artistes, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc on a un paradoxe aujourd'hui, c'est que par exemple nous sommes auteurs d'une œuvre et le commissaire n'est pas le commissaire ou le directeur scientifique de l'exposition n'est pas reconnu comme auteur de l'exposition, il est reconnu comme auteur du catalogue de l'exposition, puisqu'il a écrit le catalogue. Mais il n'est pas reconnu comme auteur de l'exposition. Donc, on est auteur de quelque chose dont le co-auteur n'est pas reconnu. Enfin, c'est un peu étrange. Donc, en fait, il faudrait reconnaître l'exposition comme œuvre à part entière, de collaboration, collective, tout ce qu'on veut. Et pour l'instant, elle ne l'est pas. L'exposition n'est pas reconnue comme une œuvre à part entière. Et c'est important de ne pas utiliser le terme œuvre collective qui ne donne aucun droit d'auteur, mais bien œuvre de collaboration. L'exposition est une œuvre de collaboration et des batailles futures permettraient de faire reconnaître ces droits et des droits d'auteur des différents auteurs de l'exposition. Ça, c'est pour plus tard. Un film est une œuvre de collaboration. On peut distinguer l'apport de chacun, que ce soit le scénariste, le réalisateur, le compositeur musical. Enfin, chacun a un apport qui fait un ensemble qui est le film. Dans l'exposition, on aime bien considérer que le muséographe qui produit le scénario muséographique est le scénariste, que le scénographe est le réalisateur,
et qu'ensuite il y a un concepteur lumière qui apporte la lumière, un producteur qui apporte la médiation numérique, etc., quoi. Mais le parallèle entre le film œuvre de collaboration et l'expo œuvre de collaboration est tout à fait pertinent, et ça paraît évident pour un film, mais pas pour une exposition. Mais le générique d'une exposition serait aussi long que celui d'un film de cinéma. Mais quand on présente l'ours d'une exposition, on met pas le deuxième chauffeur du livreur de mobilier. Alors nous, on l'a fait. On l'a fait quand j'ai fini l'Institut du monde arabe chez Jean Nouvel. En 1989, on a fait l'ours de tout le monde dans un petit livre qui a été donné à l'occasion de l'inauguration. Il y en avait 30 pages. C'était le premier générique d'exposition, enfin de musée d'exposition. Les gens qui sont dans la salle peuvent aussi rebondir sur les questions et y répondre, parce que je crois qu'on est tous ici professionnels de l'exposition, donc on n'est pas plus experts que vous, chacun a son domaine d'expertise, et c'est en ça que la collaboration est nécessaire. Donc si vous avez réponse à la question, ou si vous voulez rebondir, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour. Alors, moi, comme j'ai une question sur la collaboration, je vais vous la poser. Comment collaborer avec un ou une prestataire d'éclairage? Oui, bonjour, Stéphanie Daniel, conceptrice lumière. Donc effectivement, je fais souvent appel à des prestataires lumière d'éclairage pour mettre en place ce qu'on a imaginé avec les scénographes. Donc voilà, donc c'est après une fois que les études sont faites, on passe à la phase chantier, et là on fait un appel d'offres souvent. Enfin, c'est comme ça que ça se passe très souvent pour les agenceurs, pour les prestataires d'éclairage, et donc après il y a une collaboration qui se fait pour mettre en place tout ce qu'on a imaginé. Le mot prestataire est un mot valise qu'on entend beaucoup, même y compris pour nos métiers. C'est-à-dire que les musées considèrent que nous sommes des prestataires, parce qu'en fait c'est la prestation de service qui rentre dans le cadre des codes des marchés publics, etc. En fait, ce dont parle Stéphanie, c'est la réalisation. Nous sommes une association de concepteurs, et nous participons avec notre client au montage d'appels d'offres pour la réalisation des travaux. Et on aime bien les appeler d'ailleurs les fabricants ou les réalisateurs ou les entreprises. Le mot prestataire pour nous, il est tellement vaste, vague, il ne veut rien dire. On essaie de le virer de notre champ lexical parce qu'il est trop imprécis. Voilà. En tout cas, si vous voulez travailler avec un éclairagiste, concepteur d'éclairage, vous en avez une là, elle vous expliquera en privé. Alors moi j'ai une question aussi. Que fait une ou un tourneur ou tourneuse dans une expo? Alors, pardon, je me permets de répondre. Je ne sais pas où vous êtes, mais bonjour. Je suis Julia Parlasca. Je suis responsable de projet chez Manifesto Expo, qui est membre partenaire de XPO. Et qu'est-ce que fait un tourneur d'exposition? Nous, effectivement, on organise tous les aspects de logistique, de l'itinérance d'une exposition, idéalement dès le début de la conception de l'exposition. Et c'est un travail donc d'accompagnement qu'on fait. Nous, on travaille on recherche un lieu d'exposition, et ensuite on accompagne le musée, l'institution publique ou privée qui souhaite faire tourner son exposition à la recherche d'un musée qui accueille ce projet d'exposition, et on assiste dans toute la logistique. Et juste pour terminer en disant que c'est comme Laurence disait, que ce serait bien qu'un tourneur d'exposition soit impliqué dès le début de la conception d'une exposition, c'est parce que une itinérance d'exposition, c'est quelque chose qu'on peut concevoir vraiment dès le début de l'exposition, à partir d'une scénographie qui peut être démontable, et donc facile et idéalement éco-conçue aussi pour travailler. Une exposition qui a donc des demandes de prêt qui prévoient déjà une itinérance sur X étapes, X mois ou X années. Donc c'est le type de travail qu'on essaie de faire, d'accompagner
dès le début de la conception d'une exposition, chose qui arrive de temps en temps, mais souvent arrive un peu à la dernière minute. Mais voilà, merci pour la question. Merci. C'est un métier qui a beaucoup évolué depuis le Covid, hein, ce que je crois qu'on peut le dire, puisqu'avant, il y avait beaucoup de gens qui accompagnaient, des gens des institutions qui accompagnaient les expositions ou les tableaux qui parcouraient la planète, et qu'aujourd'hui, des sociétés comme Manifesto s'organisent pour qu'il y ait sur place, sans être obligé d'envoyer des gens spécialement, donc en consommant moins de vols d'avion, organiser l'accueil des expositions, leur installation, sans pour autant déplacer des gens. Donc on est quand même tous dans une économie plus vertueuse sur le plan écologique, et ça c'est très important. Ce métier-là aussi a un impact énorme. Oui, complètement. Enfin, je rebondis effectivement sur le fait que c'est un métier, celui de faire itinérer les expositions, qui est très impacté en ce moment par l'environnemental, la méthode environnementale. Et donc, nous, on se pose des questions, ainsi que les directeurs des musées qui ont cette envie de faire tourner leurs expositions, sur quel est le futur de l'itinérance d'exposition. Parce que faire itinérer une exposition, c'est en soi limite une démarche pas seulement économique, mais aussi d'environnemental, parce que on peut se dire, on partage les coûts fixes, les coûts de production, les coûts de caisse, par exemple, mais aussi les coûts de transport. S'il faut faire itinérer une exposition, tant qu'à faire, c'est mieux de la faire itinérer sur une période un peu plus longue, parce que comme ça, vraiment, on a un impact mineur. Ce sont des études scientifiques qui disent qu'il y a un mineur impact si on fait itinérer une exposition sur plusieurs venues, sur plusieurs institutions. Et aussi, il y a des études qui disent que si les gens voyagent moins, mais c'est les œuvres qui voyagent, il y a un équilibre qui va se créer. Alors, ce sont des études scientifiques, c'est quand même des questions qui peuvent se poser, mais merci d'avoir dit ça. Effectivement, un tourneur d'exposition, c'est un métier qui est très impacté et pour lequel on réfléchit beaucoup sur comment rendre une itinérance d'exposition intelligente. Dès le fait que si on commence à prévoir une itinérance dès le début de la conception d'exposition, c'est encore plus facile, notamment pour l'importance donnée à la scénographie mise en place. Je vais rajouter quelque chose, c'est que sur le plan environnemental, je crois qu'on peut plus faire les expositions comme avant, ou concevoir les musées comme avant. Je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table dès le début du projet, parce qu'il n'y a pas d'évolution forte sur le plan éco-conception sans collaboration avec tous les partenaires, tous les acteurs. Donc je pense que les appels d'offres qu'on continue à faire, les concours qu'on continue à faire, où pendant 3, 4, 5, 6 mois on travaille sans notre maître d'ouvrage parce qu'on n'a pas le droit de les questionner, parce qu'on est en chambre, chaque équipe séparée, c'est un non-sens total. En plus c'est une gabegie d'argent. Je ne sais pas si les lois de la Code des marchés publics peuvent évoluer dans ce sens, mais je ne vois pas comment on peut continuer à faire de vrais progrès sans changer les méthodes. Une autre question? Bonjour, je voulais vous poser une question qui était sur la carte par rapport aux formations, que je trouvais assez intéressante. Faut-il un diplôme pour être socleur ou socleuse? Y a-t-il un socleur dans la salle? En fait, on a fait ces séries de questions. Faut-il un diplôme A? Parce qu'il y a beaucoup de métiers de l'exposition où justement il faut pas de diplôme. Alors je suis pas socleuse, mais je pense pas qu'il faut de diplôme pour être socleur. C'est intéressant de se poser la question parce que c'est à la fois bien que les gens d'une profession viennent de divers horizons, et en même temps ça pose la question notamment à des professions comme les scénographes ou les muséographes, c'est à quel moment peut-on se dire muséographe, scénographe? Alors les conservateurs préventeurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ont un avis très tranché sur leur métier, mais sur le métier de scénographe, il y a aussi beaucoup de choses à dire.
Je peux parler sur le soclage. D'abord, il faut être un bon sculpteur, il faut voir en 3 dimensions parce qu'on vient créer un support sur des objets en 3D souvent qui ne tiennent pas debout, il faut qu'ils tiennent debout, donc il faut quand même avoir des notions d'équilibre de l'objet, des notions artistiques, c'est un métier très complet, des notions de sculpture, des notions d'acier, de fabrication en acier, en laiton, dans toutes ces matières qu'on doit souder. Et en plus, je pense qu'il faut mieux avoir un diplôme de conservation préventive puisque il faut pas que les supports qu'on va mettre à l'objet, qu'on va associer à l'objet, abîment l'objet. Donc souvent, d'ailleurs, tout le temps, ce travail est fait sous la direction d'équipes scientifiques du musée avec des spécialistes de conservation préventive. Mais si le socleur a lui-même fait un petit diplôme qui dure 2 ans ou 4 ans, je sais plus, qui est pas rien, hein, de conservation préventive, c'est pas un petit, c'est un euphémisme. Il est encore plus sachant, donc il est encore plus rassurant pour le client. Voilà. Mais c'est une addition de compétences à mon avis. C'est vrai que c'est un métier très complexe en fait. Il faut avoir des notions de conservation préventive, le sens du design, ça. L'éclairage aussi, par exemple. L'économie a beaucoup éclairé des pièces d'or, c'est infernal à éclairer là. Ça brille de tous les côtés, etc. Donc le socleur c'est très important dès l'instant qu'on a des collections et que. Mais j'avoue que je crois pas qu'il y ait de formation. Hein. C'est les boîtes de soclage qui forment les gens et les gens font des stages après dans les domaines qu'ils connaissent pas. Parce que c'est un métier tellement large que en fait chacun a une formation de base qu'il complète par des formations permanentes ou par de l'expérience sur le terrain. Et puis ils peuvent socler une mouche, ils peuvent socler un éléphant, ils peuvent socler une pièce de pierre très très lourde, ils peuvent socler des choses tellement différentes. Voilà, ils ont aussi besoin de données structurelles. Mais l'éclairage a aussi besoin de connaissances très pointues en conservation préventive et sur le plan artistique. Donc c'est tous des métiers qui croisent une complexité très grande. C'est pour ça qu'il faut les reconnaître parce qu'ils sont des métiers très riches. Bonjour. J'aime bien l'analogie entre l'exposition et le cinéma. Mais le cinéma, quand on investit dans un film, on pense aussi beaucoup à son retour d'exploitation. Comment est-ce que, en matière d'exposition, les concepteurs que sont les métiers de l'exposition l'exposition, c'est pas qu'un coût d'investissement, ou en tout cas, c'est souvent ressenti avec un budget. Comment est-ce qu'on peut, dès la conception, impacter ou améliorer l'exploitation qui en sera faite pour le maître d'ouvrage? Alors on nous demande de plus en plus dans nos agences d'architecture et de scénographie, on nous demande de répondre. C'est pour ça que je pose la question. On nous demande de répondre à l'entretien, la maintenance, l'exploitation non parce qu'on n'est pas nous directement impliqués là-dedans, mais on travaille avec des clients par exemple en ce moment en Chine qui sont impliqués dans l'exploitation et qui se font des nœuds au cerveau effectivement là-dessus. Donc on a évidemment un impact sur l'exploitation dans la façon de répondre aux besoins du design, des fonctionnalités du lieu. Hein. Tout ça a un impact sur l'exploitation et je vais passer la parole à Xavier qui est un ancien exploitant. Oui, en fait, les expositions c'est toujours un coût. Quand une exposition marche bien, ou un musée marche bien, l'autofinancement il est à 30%, 33%, un tiers. Voilà. Mais le reste, c'est un investissement, c'est un coût. À moins de faire que des expositions dinosaures qui tournent ou des choses comme ça sur des sujets très très grand public, très attendus, de faire des coproductions sur les trésors de l'Égypte, etc. Donc ça c'est des expositions qui tournent partout dans le monde et qui pourront éventuellement s'équilibrer. Mais sinon, l'exposition, c'est un coût, mais c'est une recette indirecte. Pour toutes les industries parallèles, c'est-à-dire que si on enlève le Louvre, il y aura pas de touristes, etc. Donc c'est un investissement public souvent, privé parfois, qui a des retombées économiques importantes. C'est comme, je sais pas moi, une station de ski, s'il n'y a plus de remontée mécanique, il n'y a plus de location de tourisme autour. Voilà. Donc c'est forcément. Donc je me souviens moi d'Israéliens qui étaient venus voir la Cité des Enfants à la Cité des Sciences en disant qu'ils voulaient la même et ça devait rapporter beaucoup d'argent. Mais non,
Mais non, et plus il y a de visiteurs au Louvre, plus ça use des marbres et plus il y a de frais d'entretien. Donc non, c'est un investissement public et on a la chance d'avoir un beau secteur culturel, mais ça peut pas être rentable. Le cinéma, parfois, mais voilà, il y a beaucoup de films qui ne rencontrent pas de public. Il y en a quelques-uns qui ont du succès, donc qui peuvent équilibrer le système. Mais une exposition, elle n'est pas duplicable de façon industrielle, donc c'est forcément un coût qu'il faut accepter. J'aimerais compléter cette réponse. Moi, je suis Laurence Maury, la présidente de Sinov Tourisme, et dans notre syndicat, il y a des agences qui travaillent aussi beaucoup en amont sur ces projets-là et qui peuvent intervenir sur les business plans et sur la réflexion autour de l'économie, aussi bien d'une exposition que d'un musée, que d'un patrimoine ou que d'un événement sportif. Et donc, on a des entreprises qui sont des petites entreprises privées aussi, qui sont souvent adhérentes à la fédération Sinov, qui réfléchissent sur l'équilibre économique, sur l'équilibre financier et qui font des business plans, des plans de financement, des choses aussi bien en investissement qu'en exploitation. Et ça permet aussi, quand il y a du déficit, de faire accepter le déficit que peut produire. Alors, bon, on agit en amont, donc on imagine comment les choses pourraient se passer, mais à force de faire des budgets et à force de regarder finalement, une fois que l'exposition est faite, par exemple, ce que ça a donné, on arrive ensuite, avec l'expérience, à bien dire ce que pourrait donner économiquement tel ou tel projet. Je pense qu'il y aurait aussi un intérêt, une vertu à accumuler des datas sur tous les sujets liés à l'exposition. C'est pour ça qu'une sorte de plateforme ou de centre national d'exposition serait utile pour accumuler toutes les expériences de tout le monde, et on aurait des données un peu plus peut-être plus consolidées que ce qu'on a aujourd'hui, encore une fois en se fédérant et en organisant toute la matière qu'on produit tous. On produit une matière extraordinaire sur 12 000 expos par an et on n'a pas de données, quoi. C'est hallucinant. À l'heure des datas, c'est quasiment un non-sens criant. Voilà, donc on va alerter, on ne sait pas qui, mais on va le trouver. Vous n'avez peut-être pas vu qu'il y a des questions sous vos chaises. Ils sont timides. Hein. Vous avez lu toutes les cartes? Allez, Georges, lis ta carte. Alors, Georges. Je voulais une question qu'on n'a pas eue. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, que signifient ces mots? Alors, le maître d'ouvrage, c'est la personne qui finance le projet. Et la maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui créent l'œuvre. Donc, c'est facile à se souvenir. L'œuvre, c'est les créateurs qui conçoivent l'œuvre à partir des données du maître d'ouvrage. Mais le maître d'ouvrage, il finance, il conçoit à sa manière, puisqu'il lance les grandes directions du projet. Il en fait le cahier des charges et il produit l'œuvre comme un producteur, c'est qu'il finance l'ouvrage, pardon. C'est le vocabulaire des marchés publics, mais sinon, on dirait le commanditaire. Et les réalisateurs. Mais pour se souvenir, l'œuvre, c'est les créateurs qui la font. Donc, c'est les maîtrises d'œuvre, c'est du côté des architectes, des scénographes, de toute la chaîne qu'il y a derrière. Dans questions-réponses sur notre site, c'est bien expliqué. Alors, sur ma carte, peut-on se passer d'un ou une muséographe dans une exposition? Ça sert à rien, ça perd du temps. Vas-y, Cécile. Xavier était viré de l'association. Un muséographe dans une exposition, le muséographe, comme disait Laurence, ça va être le scénariste de l'exposition. Donc, il arrive souvent très en amont et il va écrire l'histoire
de l'exposition. Il va travailler avec les experts scientifiques, que ce soit des commissaires ou un comité scientifique. Il va rédiger un scénario qu'on appelle aussi un programme muséographique. Et puis après, il va travailler avec le ou la scénographe pour la conception du parcours spatial de l'exposition, puis avec le producteur ou la productrice d'expérience numérique, et ensuite toute la chaîne. Il va vraiment être là du début jusqu'à la fin, puisque ça va aussi être la personne en charge de la muséographie qui va s'occuper de la recherche d'images, par exemple, de la recherche iconographique, qui va aussi souvent travailler avec le producteur pour écrire les scénarios des dispositifs numériques, également les scénarios ou les scénarios d'usage des manipulations, et puis écrire les textes de l'exposition sur la partie suivi de réalisation, s'occuper aussi du suivi de la traduction, enfin voilà, vraiment du début à la fin de l'exposition. Pas d'exposition sans contenu, et c'est le travail du muséographe. Et souvent, alors certaines personnes, dont nous, on a vraiment le titre de muséographe, mais beaucoup de personnes font de la muséographie sans savoir qu'ils en font, puisque les conservateurs font de la muséographie, les chargés d'exposition, etc. C'est vraiment toutes les personnes qui... Les chefs de projet, il y a plein de termes. Toutes les personnes qui s'occupent des contenus dans une exposition et qui transforment les contenus sous forme de médiation pour vraiment transmettre un message au public. C'est vraiment le lien entre, la passerelle entre les contenus, qu'ils soient scientifiques, artistiques, historiques, etc., et les publics. Bah non, on peut pas s'en passer. Sinon, vous avez une magnifique scénographie, mais qui n'a pas forcément d'histoire dans la à raconter, de contenu à proprement parler. Et une scénographie réussie, comme une muséographie réussie, c'est vraiment la rencontre des contenus et de la forme. Donc une muséographie sans scénographie, ça marche pas non plus. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que on s'arrête là? Eh ben alors, on va s'arrêter là. On est sur le stand C18. Il y a un grand pot demain auquel tout le monde est invité et pas mal de choses qui se passent encore cet après-midi. Venez. Si vous avez envie de devenir ami de XPO, scannez le QR code et envoyez-nous un petit don. On aime les grands amis seront aussi ceux qui ont fait les petits dons ou les grands dons. Restez en contact avec la fédération, remplissez la fiche contact si vous souhaitez continuer à recevoir notre actualité. Et en tout cas, merci d'être là cet après-midi. Je vous remercie. Merci à nos invités.